Zulf Lawan, Msakher alaikum, bonsoir tout le monde. Nous sommes là pour une autre émission avec nos invités d'aujourd'hui sur la question économique en Algérie. L'histoire économique et politique de notre pays nous montre une économie en chantier, perpétuel. On n'a jamais eu d'un système économique stable sur lequel on peut bâtir une économie solide et garantir une vie sociale stable pour l'Algérien. Nous allons tenter de décortiquer les aspects de cette situation économique avec nos invités, en l'occurrence Ahmed Dahmani, docteur en sciences économiques à la retraite, et notre invité Morad Aouchichi, docteur en sciences politiques, enseignant en économie à l'université de Béjaïa. Zulf Lawan, Msakher alaikum, docteur Ahmed et docteur Morad Aouchichi. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, monsieur Dahmani, l'Algérie tarde à avoir un système économique stable. Et nous avons traversé plusieurs périodes. Et nous sommes en 2021. Nous n'arrivons pas encore à parler d'un système économique en Algérie. Est-ce que nous avons réellement un système économique? De quoi il est caractérisé? Et pourquoi nous tardons à nous relever et à sortir des crises qui nous maintiennent toujours dans le sous-développement et la pauvreté totale? Oui, merci Kamel. Merci de cette invitation et je salue mon ami et collègue Morad Aouchichi de l'université de Béjaïa. Je pense qu'il faudrait partir, comme vous venez de le faire, de la situation de crise que vit l'Algérie, situation de crise multiforme. Et probablement celle qu'on est en train de vivre est la plus grave depuis l'accession de l'Algérie à son indépendance. Une crise multiforme, économique, sociale, politique, identitaire, qui menace gravement sa cohésion sociale et sa cohésion nationale. On va effectivement se concentrer aujourd'hui sur les questions économiques, donc sur la crise économique, qui est, comme chacun le sait, une crise structurelle. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut négliger ou ignorer les autres dimensions de la crise, notamment les crises sociales, les crises politiques. C'est pour cela que ce que je vais adopter, je pense que Morad sera d'accord avec moi, d'avoir une lecture plutôt transdisciplinaire. Et notamment regarder du côté de l'histoire économique et sociale et politique de l'Algérie indépendante, c'est-à-dire avoir une lecture en termes d'économie politique et non pas d'économie au sens qu'on donne en général dans les facultés. Alors, on va partir de cette réalité que tout le monde connaît. Je pense qu'il est important de rappeler qu'en parlant de l'économie de l'Algérie, on parle d'une économie rentière, une économie basée sur la rente pétrolière. Alors, il est intéressant de donner quelques éléments du poids du secteur des hydrocarbures dans l'économie nationale à partir de 3 indicateurs. La part des hydrocarbures dans la richesse nationale, le PIB, la part dans la fiscalité qui alimente le budget et la part dans les recettes d'exportation qui constituent les principales, voire les ressources en devises quasi exclusives du pays. Sur la part de la richesse, la part des hydrocarbures, aujourd'hui, elle oscille à peu autour de 40%. C'est-à-dire presque un peu moins de la moitié de la richesse nationale
est constitué de pétrole et de gaz. Dans la fiscalité, comme on le sait, la fiscalité pétrolière représentait autour de 12%. Vous savez que le budget de l'État, évidemment, il s'appuie sur des ressources fiscales. Les ressources fiscales en Algérie sont de deux ordres. Il y a les ressources fiscales tirées du pétrole et les ressources fiscales dites ordinaires, c'est-à-dire les impôts et taxes que nous payons ou que les Algériens payent. Alors, dans les années 60, la fiscalité pétrolière, donc la part que rapportent les exportations de pétrole en termes de fiscalité, représentait à peu près 12%. En 2002, on a atteint 62%, avec un pic en 2006, qui était de 78%. Aujourd'hui, la part de la fiscalité pétrolière, elle oscille autour de 40%. Donc, vous voyez, 40% de la richesse, c'est du pétrole et du gaz. 40% des ressources de l'État, en termes budgétaires, c'est de la fiscalité pétrolière. Et les exportations, la part des hydrocarbures dans les exportations, ça tourne au-dessus de 95%. 95% au-dessus, ça arrive à 97, 98, jamais en dessous de 95% la part des hydrocarbures, alors que dans les années 70, ça tournait autour de 60%. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais on pourra, si vous avez des questions par rapport à ça, tout ça pour dire qu'après près de 60 ans d'indépendance, l'Algérie, et je vais peut-être mettre une grande parenthèse ici, plutôt que de parler de l'Algérie, je parlerai du pouvoir qui a régné durant toutes ces années, parce que la responsabilité, ce n'est pas l'Algérie, c'est le pouvoir. Ce pouvoir-là n'a pas été capable de sortir de la spécialisation inscrite dans le pacte colonial dans les années 50. Qu'est-ce que c'est que ce pacte colonial? Vous savez que l'Algérie, durant la colonisation, dominée par l'État colonial français, effectivement, avait aménagé une économie à base de spécialisation. L'Algérie était spécialisée jusqu'à la fin des années, à peu près le milieu des années 50, dans la production et l'exportation de produits primaires, notamment des produits agricoles. C'est pour ça qu'on parlait évidemment de spécialisation agricole principalement. Et à partir de la fin des années 50, l'État colonial va progressivement mettre en place une politique ou une stratégie de spécialisation de l'Algérie dans la production et les exportations d'hydrocarbures. Juste pour la petite histoire, je rappelle que le pétrole a commencé à être exploité à partir de 1956 et que sans doute la prolongation de la guerre et la guerre d'indépendance a duré aussi longtemps à cause de cette question de maîtrise des hydrocarbures. C'est principalement l'exploitation des hydrocarbures qui a fait que la France, elle est gardée encore et qu'elle a mené cette guerre féroce que l'on connaît. Donc, en fait, on a une économie spécialisée dans la production et l'exportation de produits primaires, l'agriculture et les mines entre la fin du 19e et le milieu du 20e, et les hydrocarbures depuis la fin des années 50. À l'indépendance, je ne parle pas des premières années, mais disons au milieu des années 60, la stratégie du pouvoir de l'époque, c'est de dire il faut sortir de cette spécialisation. Il faut sortir de cette spécialisation et disons une période qui va de 1967 à peu près jusqu'en 1979.
c'est la fameuse période ou étape dite de stratégie de développement industriel du temps de Boumedienne. Je ne vais pas m'étaler sur cette stratégie de développement, sur sa mauvaise ou même sa non-application. Il y a eu des tas de thèses là-dessus. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Est-ce que c'était une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie? Le problème n'est plus là. Toujours est-il qu'en termes de bilan d'industrialisation, les moyens qui ont été mis en place, les moyens matériels, financiers et humains qui ont été mobilisés, eh bien, le bilan, il est très, très faible. Très, très faible, puisque à la fin des années 70, regardez ce chiffre-là, la structure du PIB qui était, disons, en gros, le secteur agricole représentait 31% en 57, il chute à 5,5% en 1977. Pour la même période, les hydrocarbures, la part des hydrocarbures dans le PIB passe de 5,5% à 33%. Et on voit qu'en 20 ans, l'Algérie, qui a déjà mis en œuvre 3 plans de développement, 1973, 1977, 1977, 78 et 80-85, en 20 ans, l'Algérie n'a pas été capable, effectivement, de sortir de cette spécialisation. Elle n'a pas pu, effectivement, avoir cette économie industrielle pour laquelle tant de moyens ont été mis en œuvre. Juste une question, durant cette étape-là, la spécialisation dans le domaine agricole, durant la période coloniale, et la venue du pouvoir de Boumedienne par la suite, qui a déstructuré carrément l'agriculture. Est-ce que, je ne suis pas économiste, mais ne dit-on pas que l'agriculture est la base de l'économie forte des pays développés? Est-ce qu'on n'avait pas, pourquoi on n'avait pas maintenu cette politique agricole et développé en même temps le reste des secteurs en parallèle? Mais nous avons carrément déstructuré l'agriculture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, au niveau de cette période-là? Sur cette période-là, et Mourad pourra compléter s'il le souhaite, une des plus grandes critiques qui a été adressée à la stratégie de développement, c'est de dire que c'est une stratégie basée sur l'industrialisation, mais qui a littéralement abandonné l'agriculture. L'agriculture a été le secteur vraiment le parent pauvre de cette stratégie. Parce qu'on considérait, en fait, à vrai dire, c'est une vieille théorie, considérait que ce qui fait le développement, c'est l'industrie, c'est pas l'agriculture. C'est une vieille recette qui date du soviétisme, c'est-à-dire en fait la base du développement, c'est l'industrie, c'est pas l'agriculture. Or, ce qui a été fait, c'est qu'effectivement, dans les années 60-70, durant la période de Boumedienne, l'agriculture a été le secteur sacrifié, littéralement sacrifié, en termes de moyens humains, matériels, financiers, je dirais même plus. En termes humains, qu'est-ce qu'on avait la période des années 70? Un véritable déplacement des populations rurales vers les sites industriels. En fait, l'industrie allait absorber une bonne partie de la main-d'œuvre agricole au détriment du secteur agricole. Les gens préféraient aller travailler dans les usines plutôt que travailler dans les champs. Et ça a été effectivement une des grandes critiques qu'on faisait au modèle de développement, c'est celui-là. C'est justement l'abandon de l'agriculture, dont on ne s'est pratiquement pas remis depuis. C'est-à-dire, en fait, à vrai dire, et pour nourrir les populations, on s'est dit, mais pas besoin de produire, de toute façon, on a les moyens d'acheter de quoi manger à l'extérieur, on va aller importer. Et on a effectivement commencé à importer des produits que, en principe, les Algériens étaient capables de produire. Voilà pour répondre à cette histoire d'agriculture dans le modèle de développement des années 70. Je ne sais pas si Mourad avait des choses à compléter à ce niveau-là. Mourad,
Je vous passe la parole si vous avez quelque chose à compléter durant cette période-là, avant d'entamer la critique sur la période d'industrialisation et puis la période qui est venue après par la suite, donc les années 80. Mais si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette partie développée par M. Ahmed. Non, il est tout à fait clair que nous avions hérité d'un secteur agricole très performant, hein. Je rappelle qu'il y avait au lendemain de l'indépendance un mouvement assez important d'autogestion, c'est-à-dire qui a maintenu la production agricole, parce qu'en fait, il ne faut pas, on ne peut pas analyser le système économique sans prendre en considération le système politique en général. La période entre 62 et 65, 67 plus particulièrement, parce que 65 c'est la République, 67 c'est c'est le lancement de cette stratégie d'industrialisation. Il y avait une période de flottement. L'État n'était pas assez constitué, le régime de Ben Bella n'était pas assez fort. Il y avait une grande anarchie, comme tout État qui vient d'être indépendant. On avait quand même 1 million de colons qui ont quitté le pays, mais on avait des terres agricoles, on avait une production agricole. Il y avait un mouvement assez formidable dont on parle assez, c'est celui d'autogestion, c'est-à-dire des paysans algériens qui ont pris en charge leur propre production. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques en 63, 64, 65, on trouve que la production agricole n'a pas chuté. Pourtant, on pouvait s'attendre à ça. Ce mouvement a été tout de suite bâillonné parce que c'est un moment d'essence démocratique, parce que les paysans élisaient en eux-mêmes leurs propres représentants. Mais bon, passons. Quand je dis passons, il ne faut pas y aller trop dans le détail parce que le temps presse en général, parce que l'important vient après. Et effectivement, à partir de 67, les prémices d'une sorte de stratégie algérienne de développement qui a été mise en place entre 67 et 78, 77, commençait à se mettre en place. Alors, cette stratégie disait un peu quoi? À l'époque, dans le débat économique, il y avait deux types de stratégies, enfin, deux types de théories qui, qui est préconisé aux pays nouvellement développés, parce que nous n'oublions pas que la plupart des pays donc, qui étaient colonisés, il y avait une vague, il y avait carrément une grande partie du monde qui était devenue indépendante, ce qu'on appelle les pays nouvellement colonisés. On avait la stratégie de substitution des importations, on avait la stratégie d'industrie industrialisante, c'est-à-dire investissement dans les grandes industries, etc. Et l'Algérie avait opté, durant la période de Boumedienne, donc à partir de 67, pour cette stratégie, c'est-à-dire un investissement massif étatique dans l'industrie. L'industrie, et quel type d'industrie? L'industrie lourde. En pensant que, voilà, comme l'avait dit Monsieur Dahmani, voilà, on pensait que c'était l'industrie qui allait, on pensait importer le développement tout court. On pensait importer le développement ou importer l'industrie. On deviendrait très rapidement, on a négligé effectivement l'agriculture, on a négligé cette vague d'exode rural qu'on allait provoquer parce que les campagnes étaient dévastées par la guerre, parce que, et du coup, voilà, des milliers qui ont abandonné leur champ, qui ont abandonné en plus les nationalisations qui ont eu lieu, parce qu'au nom, entre guillemets, du socialisme, et on peut arriver à ce que c'est un socialisme ou pas sur cette question qui a été adoptée, moi je l'appellerai économie administrée, on a étatisé les domaines agricoles laissés par la colonisation, on les presque abandonnant et on s'est concentré uniquement sur l'industrie, ce qui a provoqué les désastres qu'on a eus. Merci pour ce développement. Monsieur Dahmani, c'est que justement, pour aborder la période d'industrialisation et ce qui vient après, les conséquences qu'on a vécues après par la suite avec les changements de 80, les années 80 et tout ça, après le départ de fin boumedienne, maintenant on a du recul. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire à cette période-là qu'on n'a pas fait exactement durant cette période d'industrialisation pour éviter ce désastre qui s'est accumulé. Donc, c'est comme si on a pilté en avant. Donc, on a mis à chaque fois les problèmes devant nous et on ne les règle pas jusqu'à maintenant. Je ne crois pas qu'on puisse refaire l'histoire, c'est-à-dire de dire voilà ce qu'on aurait dû faire ou pas faire. Ce qu'on peut faire, c'est de comprendre l'histoire et de tirer les leçons de cette histoire, c'est-à-dire des erreurs que l'on a pu commettre ou des trajectoires
moi, je ne crois pas que ce soit une erreur. Je pense, j'ai commencé par dire que plutôt qu'une économie industrielle, on a développé une économie rentière. Peu de gens disent que l'économie rentière, elle date des années 70. Elle ne date pas des années 90, 2000 et autres. C'est dans les années 70 que cette économie-là s'est développée. Dans les années 70. Au moment même où on parlait d'industrialisation. Pourquoi? Parce que lorsque vous analysez en fait les investissements industriels, plus de la moitié de ce qu'on a appelé les investissements industriels allait dans les hydrocarbures. Les hydrocarbures pour faire quoi? Essentiellement développer la fonction d'exportation. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait besoin d'argent, on avait besoin de financement, parce que l'endettement ne suffisait pas et qu'il fallait effectivement avoir des ressources propres pour pouvoir investir et autres. Donc, par conséquent, voilà que cette économie dite rentière va se développer dans les années 70. Pour ce qui me concerne, je pense que c'est de là qu'on la date. Mais ça n'est pas le produit comme ça qui est apparu comme cela. À mon avis, il faudrait l'analyser de façon un peu plus fine et de dire que, en fait, cette économie rentière, c'est le produit des conditions économiques, sociales, culturelles et surtout politiques de l'Algérie indépendante. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a depuis l'indépendance? C'était l'État partout, enfin le pouvoir d'État partout, contrôle tout, absolument tout, et entre autres l'économie. Et cette monopolisation par le pouvoir politique de l'économie va avoir effectivement les effets qu'on est en train de discuter. Et si on regarde un peu plus finement, pourquoi ce pouvoir-là a développé une économie de type rentier? Je pense que ce n'est pas de l'ordre de l'économie qu'on aura les explications, mais de l'ordre de la politique ou du rapport de force politique. C'est qu'en fait, ce pouvoir, depuis l'indépendance et encore plus depuis le milieu des années 60, refuse catégoriquement l'émergence de toute espèce de société civile, c'est-à-dire d'une société organisée avec des associations, des syndicats, des partis et autres. Et évidemment, qui dit refus de voir émerger une société civile, refus aussi d'une économie de production, c'est-à-dire avec des acteurs économiques qui seraient relativement autonomes ou indépendants par rapport au pouvoir. Ça, il l'a refusé catégoriquement. Même le secteur privé, dont on va parler à partir du milieu des années 60, c'était un secteur privé qui était totalement dépendant de l'État. Totalement dépendant, c'est-à-dire, en fait, c'est essentiellement, il était en aval des marchés publics. C'était les marchés publics qui ont fait effectivement qu'on ait un secteur privé qui va se développer à partir des années 60, du milieu des années 60. Donc, par conséquent, on a donc un pouvoir d'État qui va pousser dans le sens du développement de ce type d'économie. L'économie de rente, donc, l'économie rentière, a été un choix. Ça n'est pas quelque chose de fortuit. C'est un choix de l'État et du groupe social qui dominait cet État-là, qui ont privilégié ce type d'organisation économique, sociale et politique que celui basé sur le travail et la production. Voilà, je pense, et d'ailleurs, on le voit jusqu'à aujourd'hui, le mal profond qui mine l'Algérie, son économie et sa société, il vient de là. Il vient du fait qu'on n'a pas privilégié, en tout cas, on a tout fait pour ne pas privilégier le travail et la production. Parce que qui dit travail et production, ça veut dire des acteurs qui peuvent à un moment donné agir sur le plan social, sur le plan politique. Et ça, le pouvoir n'en voulait pas du tout. Il préférait plutôt, effectivement, contrôler ses revenus de la rente
et qui va mettre en place, plutôt qu'une économie de production, une économie de redistribution de la rente. Alors, cette redistribution, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre, en fonction des individus et des groupes, des formes diverses. Alors, des investissements, des marchés publics, des emplois, des salaires, des subventions aux entreprises et aux ménages. En fait, on va redistribuer de la rente en fonction des groupes et en fonction des individus. Tout ça pour maintenir les choses en l'état, pour ne pas qu'il y ait effectivement émergence, ou en tout cas de cette société qui pouvait à un moment donné peut-être contester le pouvoir. La hantise du pouvoir d'État de l'époque, c'est d'être contesté, d'être remis en cause. Et donc, par conséquent, y compris l'économie, on va l'instrumentaliser justement pour ne pas avoir à rendre des comptes à la société. Voilà comment, personnellement, j'analyse cette période des années 70. On peut épiloguer longuement sur les chiffres, sur le fait, on l'a dit d'ailleurs, le fait de l'abandon de l'agriculture, mais on peut aussi parler d'autres secteurs d'activité. Mais fondamentalement, et si on n'a pas compris cela, si on n'a pas compris que le point de départ des problèmes de l'Algérie, c'est ça, et qu'on est en train de vivre sur les éléments qui ont été mis en place dans les années 60-70, si on n'est pas encore compris cela aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne veut pas regarder les choses en face. On veut encore effectivement aller vers des solutions ou des analyses et des solutions qui n'en sont pas la preuve. C'est qu'on en est encore à résoudre des problèmes absolument insolubles aujourd'hui dans l'Algérie. Nous pouvons parler de la période de l'industrialisation de 70. C'était un choix, donc c'est un choix fait par le pouvoir politique avec ses conseillers économiques. Mais l'après, c'est-à-dire que l'après Boumedienne, Boumedienne a délaissé l'agriculture et l'après Boumedienne a délaissé l'industrialisation. Donc, le peu d'industrie qui a été développée a été délaissé aussi par l'époque de Chedri. Donc, comment expliquer cet abandon de l'étape de la stratégie d'industrialisation et sans avoir un plan de rechange en parallèle? Parce que nous n'avons rien vu durant les années 80. C'est le prix que nous sommes en train de payer. Mourad ou Dahmani? Je vais juste ouvrir une parenthèse. En critiquant cette période-là, ou en l'analysant de façon critique, ça ne veut pas dire du tout, y compris dans l'appareil de l'État, qu'il n'y avait pas des cadres honnêtes, sincères, intègres, qui pensaient réellement que c'était la bonne voie. Je ne veux pas du tout, il faut surtout pas tout balancer en disant effectivement tout le monde était non corrompu ou autre. Non, non, il y avait des cadres intègres, compétents, qui ont travaillé vraiment, qui avaient à cœur le développement de l'Algérie. Le problème n'est pas un problème d'individu. Le problème est un problème de force sociale en œuvre durant cette période-là, et des forces sociales, évidemment, dans lesquelles Boumedienne avait une prééminence, c'est-à-dire véritablement l'arbitre entre ces forces sociales, et qui favorisait plutôt un groupe plutôt qu'un autre. Mais ce qui va se passer pour enchaîner sur la période de Chedli, Boumedienne meurt en décembre 78, si je ne m'abuse. On rentre dans une phase particulièrement critique, transition politique. Parce que jusque-là, Boumedienne était vraiment le centre du pouvoir, véritablement, l'arbitre entre les différents groupes. Parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est vrai qu'il y avait un pouvoir puissant, mais un pouvoir puissant avec des clans qui s'entre-déchiraient, et donc la transition politique avec Chedli va être particulièrement difficile. Particulièrement difficile. Et sur le plan économique, c'est une période que je dirais qui va des années 80 jusqu'au début des années 90. Disons, si on veut caractériser cette période-là, 1980, 1991, 92. C'est la période dite
des réformes. C'est-à-dire qu'on va tirer un bilan. D'ailleurs, le gouvernement lui-même va publier en 79 un rapport particulièrement circonstancié, chiffré, sur la stratégie de développement, pour dire qu'en fait, on a échoué sur tous les plans. Je ne me rappelle plus le titre du rapport en question, mais c'est un rapport bilan qui a été, économique et social. voilà, qui a été Bilan publié par le économique et ministère de la social. Planification. Le secrétariat avant qu'il devienne ministère. Oui. Mais c'est un rapport à charge, mais d'une façon violente, très très violente, en disant toutes les tares de la stratégie et la façon dont elle a été menée. Vraiment très 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 dur. Et donc on a à partir de Chedli, je dis donc transition politique très difficile, puisque comme on le sait, Chedli a été choisi par des militaires comme étant bon. Je crois que le principal souci de ceux qui l'ont choisi, c'est de ne plus rééditer la période boumedienne, de ne plus avoir un homme aussi fort et aussi capable de jouer le rôle qu'avait joué Boumedienne. Et donc, on a eu Chedli. Et Chedli, donc, on rentre dans une phase dite de réforme. Alors, on peut identifier donc entre 80 et 91 trois périodes de réforme. La première, entre 1980 et 85, où on va faire ce qu'on a appelé des réformes d'ajustement. Sans parler de l'ajustement structurel, mais on parle des réformes d'ajustement. 1980-85. Deuxième période, c'est véritablement la crise du système. Littéralement, le système est à bout. Le système ne peut plus fonctionner. C'est, disons, entre 85 et 88. D'ailleurs, 88, pourquoi? Parce que c'est octobre 88 qui va marquer, évidemment, la grande crise économique et surtout politique. Et puis, on a eu une période, disons, entre 89 et 91, où des réformes ou des tentatives de réforme radicales pour la période ont été menées, mais qui vont effectivement aboutir au limogeage du Premier ministre de l'époque. Alors, sur la première période, ce que l'on peut dire, 80-85, je disais une transition politique délicate. La situation économique, dans cette fin des années 70, elle est particulièrement préoccupante. Le modèle de développement dont on a parlé, l'industrialisation, l'étatisme, la gestion centralisée, tout ça évidemment pose problème. Et on a la montée des revendications sociales. Des revendications sociales, même en l'absence de syndicats, même avec un droit de grève, la grève interdite et autres, on a une montée des revendications sociales durant toute une période de la fin des années 70. Pourquoi? Parce que une bonne partie des besoins sociaux ne sont pas satisfaits. Et des réformes donc vont être enclenchées au début des années 80. Alors on parlait de rétablir les grands équilibres économiques, corriger les dysfonctionnements, éliminer les ingérences bureaucratiques et mieux satisfaire. Alors, en gros, on va avoir trois orientations. La première, celle qui consiste l'organisation de l'appareil économique, ce qu'on a appelé la restructuration des entreprises publiques. On avait je n'ai plus le chiffre en tête, à peu près une centaine d'entreprises publiques importantes. On va les découper pour en faire des entreprises publiques plus limitées, plus ramassées. Et on va avoir de 100 à peu près 400, je crois, entreprises publiques. Donc, on va découper, en fait, tout simplement. Et ça a été une véritable, en matière d'organisation, de management, une véritable catastrophe pour ce qui est du secteur public. D'ailleurs, il ne s'en est pas relevé depuis.
deuxième orientation importante, c'est de dire dans le rééquilibrage, il va falloir peut-être donner un peu plus à l'agriculture. De dire, tiens, on a oublié ou on a négligé l'agriculture, il va falloir revoir un peu nos plans. Et le plan quinquennal 80-84, effectivement, les investissements dans le secteur agricole allaient être beaucoup plus importants qu'ils l'étaient auparavant. Sauf que le secteur agricole était dans une crise profonde et qu'il était très, très difficile effectivement, de remettre au travail les gens, des Algériens au travail sur les terres. C'était pas évident du tout. Le travail de la terre a été peu à peu abandonné au fil des années. On regardait moi, j'ai regardé le travail de la terre comme un travail dégradant. Et en fait, le travail qui était valorisé financièrement, mais aussi culturellement, c'est le travail industriel, le travail dans les usines, avec évidemment. Il y a eu une part de la culture aussi là qui a été. Donc, deuxième orientation. Et puis la troisième, c'est de dire, parce qu'il y a quelque chose dont il faut parler, c'est que la période de Boumediene est une période marquée par des besoins des populations qui n'étaient pas satisfaits. C'est la période des grandes pénuries. On avait des pénuries de toutes espèces de produits. Je ne parle pas des produits industriels, y compris des produits agricoles, puisqu'on ne produisait pas grand-chose, ou de moins en moins. Et donc, par conséquent, les pénuries étaient les étals sur les marchés, c'était véritablement une catastrophe. Quand on se rappelle un peu cette période-là, c'est une période de grande misère au niveau des pénuries. Et donc, on s'est dit, il va falloir évidemment booster la consommation. Et on a inventé une notion, ou un programme, on le va appeler le PAP, Programme Anti-Pénurie, où on va importer vraiment de tout. C'est-à-dire, il y avait de l'argent. Je rappelle que 79, on a eu un choc pétrolier plutôt favorable, une rentrée de devises parce que les prix du pétrole avaient augmenté avec la crise iranienne. 79, c'est le basculement dans la révolution islamique. Et là, ça a été une grave crise qui a fait augmenter les prix du pétrole. Et donc, il y a eu beaucoup d'argent, effectivement. Et on va mettre en place un programme anti-pénurie. Et ce programme anti-pénurie, c'était quoi? Alimenté par quoi, ce programme? Par des importations. On allait importer de tout. Les Algériens qui n'ont pas mangé de fromage depuis je ne sais pas combien d'années, allaient retrouver des fromages. Et puis, il n'y avait pas que les fromages. On allait importer vraiment de tout, avec des aberrations inimaginables. C'est-à-dire, en fait, les fameux souq al-fellah, c'est-à-dire l'équivalent des grandes surfaces qui étaient à l'époque, on allait trouver effectivement des produits de tout. Alors, la presse de l'époque rapporte comment, en fait, dans les régions du Sud, on allait vendre des produits qui ne correspondaient pas du tout aux populations du Sud. Et dans le Nord, pareil, inversement. Parce qu'en fait, c'était on y allait. Il fallait importer et mettre sur le marché. Voilà, en gros, les trois orientations. Et la restructuration, ça a été une catastrophe dans le sens d'un démembrement, plutôt une déstructuration de l'appareil économique. Le programme anti-pénurie, je viens d'en parler, et l'agriculture, en fait, à vrai dire, ça n'est pas le fait d'injecter de l'argent qui allait véritablement. Il n'y avait pas de stratégie agricole proprement dit à l'époque. En fait, on allait dire oui, mais évidemment, il faut investir, donc il faut injecter de l'argent, mais ce n'est pas en injectant de l'argent qu'on peut mener une politique agricole. Et donc, par conséquent, on arrive au milieu des années 80, 85, 86, la crise du système devient plus que. On était dans une crise latente. Là, la crise éclate. Pourquoi?
Parce que du jour au lendemain, en 85-86, un contre-choc pétrolier d'une rare violence, les cours du brut chutent littéralement et on a effectivement du coup des recettes forcément en moins et donc on ne pouvait plus importer comme on pouvait l'importer. On n'arrivait même plus à importer les intrants, c'est-à-dire les matières premières et les produits semi-finis, pour faire fonctionner les entreprises. Je ne parle pas seulement d'importer des produits de première nécessité. Même les produits nécessaires au fonctionnement de l'appareil économique, on n'arrivait plus à faire. Donc on est dans une phase effectivement de crise très très grave. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, que l'Algérie, effectivement, a développé durant toutes ces années une économie rentière, mais en fait, à vrai dire, dépendante totalement du marché mondial du pétrole. Parce que ce n'est pas seulement de dire on a développé une économie rentière, en fait, on avait développé une économie rentière, mais le propre de cette économie, c'est qu'elle était totalement dépendante de l'étranger, puisque le pétrole était vendu sur les marchés étrangers, et donc par conséquent, si les marchés étrangers chutaient, évidemment, les recettes chutaient, et du coup. Donc en fait, c'est assez paradoxal d'ailleurs d'être le pouvoir algérien. Tous les pouvoirs, depuis l'indépendance à ce jour, ils ont toujours proclamé une sorte de nationalisme à tout bout de champ. En réalité, ce nationalisme-là est totalement vide. Pourquoi? Parce que fondamentalement, une économie totalement dépendante de l'étranger, ça n'est pas du nationalisme. En fait, à vrai dire, on est une économie totalement dépendante de l'étranger. On n'a pratiquement aucune souveraineté économique. On n'a pas les moyens d'importer, et ben on peut effectivement, demain, les Algériens pourraient se retrouver sans avoir à se nourrir avec les produits de base. La question qui se pose, pour aller avec Morad maintenant, l'Algérien qui va écouter ça, c'est un bref, vraiment une belle présentation. Ça nous retrace d'où nous sommes venus, pourquoi nous sommes dans cette situation. Et en 80, les années 80, nous avons vécu toutes les expériences de Boumedienne, c'était post-indépendance, c'était normal. On va tester tout, la bonne recette, on va la maintenir. Mais finalement, on arrive à 86, nous avons découvert que notre sourire était dépendant de la montée ou de la chute du prix du pétrole. 79, on a eu une embellie financière. Donc, on l'a consommé en produits de luxe dans le cadre du plan anti-pénurie. Et en 86, la chute du pétrole nous a basculé dans une crise multidimensionnelle qui a mis à nu tout le système et les effets, nous les payons maintenant. Ce qui a donné naissance à 88, qui a donné naissance à tout ce que nous avons connu depuis. La question qui se pose, Morad, est-ce que, en dehors de l'entêtement du système politique qui était à l'époque, est-ce que nous avions des compétences, des moyens en termes de ressources humaines, en termes de compétences, en termes d'intelligence, nous avions les moyens de faire face à une situation de crise si ce n'était pas l'entêtement du système politique? J'aimerais bien compléter ce qu'avait dit M. Dahmani, qui était un développement excellent sur ce qui s'était passé sur le plan économique. Je vais ajouter un élément ou deux, ou peut-être trois, avant de répondre à la question. La première, c'est qu'on doit d'abord en finir avec ce mythe de la période de Boumedienne. C'est-à-dire le début d'économie informelle a été à l'époque de Boumedienne, et M. Dahmani, on a fait allusion dans le sens où les pénuries existantes à l'époque, au nom de l'austérité boumedieniste, en disant que tout l'argent va dans l'industrie, on oublie le reste, a produit, en négligeant l'agriculture par ailleurs, etc., a produit des pénuries et les travers de l'économie administrée qui ont été à l'époque, premièrement. Deuxièmement, la question de corruption. Parce qu'on a tendance à dire maintenant que la période Boumedienne était une période sainte, où il n'y avait pas de corruption, où Boumedienne, à sa mort, n'a pas laissé son dinar, je ne sais pas, sur son temps. Non, Boumedienne a utilisé la corruption d'une façon très insidieuse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une démocratisation de la corruption, mais il y avait une corruption politique en haut niveau. C'est-à-dire qu'on laissait un certain nombre
d'officiers supérieurs de bénéficier, notamment pour maintenir, parce que c'est comme ça en fait que Boumediene s'est maintenu pendant toute cette période en échafaudant un système dans lequel il était le seul arbitre. Il contrôlait à la fois l'armée et l'économie. L'économie, une partie l'a donnée aux francophones à travers Blaid Abdeslam ou les technocrates à travers Abdeslam. Si je me trompe, M. Dahmani est là pour me corriger. Et on a la culture aussi, qui est très importante, peut-être en niveau, qui a été donnée aux islamistes, etc. Donc, toutes ces forces sociales qui ont émergé, j'ai oublié un autre élément, c'est la question d'endettement. Parce que contrairement à ce qu'on pense, l'endettement n'a pas commencé après 86, n'a pas commencé, il était dans les années 70 déjà. Mais en fait, les économistes ne retiennent pas l'importance de l'endettement comme élément handicapant, parce qu'en fait, on calcule l'endettement par rapport aux capacités de paiement du pays. Si vous avez 10 milliards et vous vous endettez 2 milliards, c'est rien, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas compté. Mais si vous avez 2 milliards et vous avez une dette de 5, c'est un problème. À l'époque, on s'endettait. C'est ce qui a donné naissance après. Je vais arriver à la période des années 80. Donc, la période des années 70, en fait, est aussi connue au-delà des partisans de cette période qui disent que c'était l'industrialisation, c'était l'investissement. Et là, Cheikh Ahmed a complètement déconstruit ça d'une façon très magistrale et en ajoutant ces éléments. Développement d'économie informelle, développement de la question de corruption, bien sûr sélective, et la question de l'endettement qui était, toutes ces forces sociales qui s'agrégeaient autour de ces questions, en alliance avec les militaires qui n'en pouvaient plus, en plus ils étaient surpris d'un Boumediene omnipotent, omniscient et omniprésent à travers son Blaid Abdeslam, son poulain, à sa mort surprise, parce qu'on pensait que le système Boumediene allait continuer. Lorsque la mort surprise de décès surprise de Houari Boumediene a laissé pour la première fois, et là, Cheikh Dahmani l'a développé aussi, pour la première fois où le pouvoir algérien, le régime algérien était face à une question de concession à laquelle il ne s'attendait pas à cette période-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a choisi quelqu'un qui était Chedli, dont tout le monde connaît sans personnifier quoi que ce soit. C'est-à-dire on a l'impression que les militaires commençaient à vouloir s'autonomiser, avoir un président qui ne pouvait pas avoir l'ascension sur eux, comme c'était le cas de Boumediene. On a ramené Chedli Ben Jdid et une nouvelle équipe. Qu'est-ce que faisait Chedli pour compenser son déficit en charisme et en charisme et en présence par rapport et en autorité par rapport à Boumediene. Et d'autant plus, comme Bouteflika en 91, et on arrivera, il avait bénéficié d'une conjoncture économique, financière plutôt très favorable, c'est-à-dire une montée vertigineuse des prix du pétrole suite à la crise iranienne de 79. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une nouvelle clientèle dans un premier temps, et on casse du boumedienisme en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Les grandes sociétés, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est constitué la base sociale de Boumediene? Il y a un peu de soutien populaire, on ne n'est pas, mais il y a la technostructure qui est constituée des grandes sociétés nationales. Il y en avait 79 à l'époque, 78, 79, à l'époque des grandes sociétés nationales, ils avaient presque le monopole de l'appareil économique du pays. Ils contrôlaient pratiquement tous les systèmes économiques. Et tous acquis à Blaid Abdeslam et à Boumediene. Donc, on a entamé, dès l'arrivée de justement cette histoire du bilan économique et social qui était acerbe. Et quand je l'ai lu, il était le plus fourni en statistiques, en critiques, plus que tous les écrits de l'opposition à l'époque. Et quelles étaient les oppositions à l'époque? Il y avait le PRS, il y avait le FFS, ils ont mis quelques écrits économiques, il y avait même des... Mais ce bilan a surpris pratiquement tous les Algériens. En 79, on a mis un bilan économique et social qui avait cassé du boumedienisme d'une façon acerbe. C'est comme l'anti-bouteflikaisme qui se passe actuellement. C'est-à-dire on a remis en cause toute la stratégie. Mais ça dans la perspective politique de préparer une nouvelle étape. C'est celle de Chedli. Qu'est-ce que fait Chedli et Abdelhamid Brahimi par la suite?
Comment faire? Moi, c'est pour ça que je crois que ce sont des questions qui ne sont pas essentiellement économiques. C'est-à-dire, l'action n'est pas essentiellement économique, elle a une arrière-pensée politique. La première des choses, c'est de casser la technostructure qui faisait le poids du boom-dini. Qu'est-ce qu'on fait? Les grandes sociétés nationales, on les a subdivisées au nom de quoi? Subdivisées en moyennes entreprises. Au nom de quoi? Quel est l'argument pardon, économique avancé à l'époque? On s'était dit, et ça c'est dans le discours officiel, c'est parce que les grandes sociétés nationales des années 70 étaient trop grandes, c'est pour ça qu'elles sont déficitaires parce qu'on était incapable de les gérer. C'est comme si c'est parce qu'elles étaient trop grandes. À écouter en économiste cet argument, on a envie de, j'allais dire, hein, en expression populaire, de frapper sa tête au mur. Parce que si on suit cet argument, les multinationales n'auraient pas existé. Or, sur le plan strictement économique, plus une société est grande, plus elle réalise des économies d'échelle, plus elle a la chance d'être rentable. Huma, à l'époque, eux à l'époque, ils ont trouvé cet argument fallacieux qui leur a permis de diviser les grandes sociétés nationales, c'est-à-dire d'éloigner les éventuels opposants, les éventuels boumdienistes opposants au chadlisme. On les a divisés, on leur a divisé. Il était à la tête d'une entreprise qui contrôle tout un secteur. Du jour au lendemain, il se retrouverait à la tête d'une moyenne entreprise quiconque, etc. Donc, la restructuration, ce qu'on appelait la restructuration organique et financière des entreprises publiques qui a donné, et ça je reviens au livre de M. Tmani, voilà, en moins d'une année, on est passé de quelques 70 à 78 grandes sociétés nationales à 400. Et là, M. Tmani a développé le côté managériel, le côté qui a la mémoire d'entreprise qui est perdue, etc. Pire, on a été plus loin. On a même dit qu'il faut rapprocher des lieux de production, les directions des lieux de production. C'est-à-dire pour se débarrasser de ces gens d'Alger, on a envoyé à Sétif parce que les Riyad, il devrait être à Sétif. Voyez, et on avait une grande catastrophe. C'est-à-dire les compétences, pour répondre indirectement à votre question, les compétences nationales, parce que quels que soient les travers de cette stratégie des années 70, quelle que soit son adéquation ou son, on a quand même développé quelque chose. On avait des entreprises fonctionnelles, on avait des directeurs d'entreprises qui sont importants, on avait des cadres, et ceux-là ont été cassés. Pourquoi? Parce que sous prétexte ou parce qu'ils étaient des boumdienistes, et on a créé une nouvelle clientèle. Vous imaginez quand vous déstructurez une entreprise avec un seul PDG et vous créez du jour au lendemain 50, ou vous avez 50 PDG acquis, et connaissant le système de désignation acquise au Chedlis. Donc, Chedlis a constitué d'une part sa base au niveau de la technostructure, en divisant, en subdivisant ces grandes sociétés nationales qui étaient, pour certains, qui étaient importantes dans les années 70. Et ensuite, on a, en amont, on a créé ce fameux plan anti-pénurie, parce qu'à la période de Boumediene, il y avait truc, on a dit un plan anti-pénurie d'1 milliard. M. Tmani a le chiffre, et il peut me contrôler parce que j'ai tiré de son livre, formidable livre, qui était ma référence quand j'ai fait ma thèse, 1,5 milliard de l'époque, il me semble, de produits alimentaires distribués, etc. Ajoutons à cela, quelle était la nouvelle stratégie dans le plan 80-84? C'était l'investissement dans les infrastructures, notamment, et quelle infrastructure? Notamment le logement. Et donc, Chedli, pour reconstituer, pour renforcer, pour exister, pour renforcer son pouvoir, bien sûr, à travers les militaires qui étaient derrière, il avait cassé l'appareil de production nationale qui était acquise à la déboumdinisation de l'époque. Il avait acquis une nouvelle base sociale à travers ces plans anti-pénurie, et ça a marché de 80 à 84 jusqu'à ce que la crise de 1986 n'arrive, où il y avait à la fois, mais tout cela est financé par quoi? Par les prix du pétrole, comme j'avais dit, qui ont augmenté d'une façon très vertigineuse en 79, mais en 86, quand il y avait la chute simultanée des prix du pétrole de plus 85-86, de plus 50%, plus
la chute de la dépréciation du dollar, deux phénomènes spontanés qui ont affiché de plus de 50% les recettes économiques de l'État. C'est là où les vrais problèmes commençaient. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé par la suite, c'est pour la première fois où Chedli, qui était complètement désintéressé, qu'on connaît très bien, désintéressé des affaires publiques du pays, la crise commençait à prendre ses effets énormes. Les grèves et les contestations sociales dont a parlé M. Dahmani, qui ont commencé à la fin des années 70, bien au milieu des années 70, commençaient à s'amplifier. Je crois que c'est votre chiffre aussi, ou de chiffre, donc reprise par vous, le taux de grève est arrivé a été de 10% à 1500%, ou un truc comme ça, ce qui était énorme. Donc, il y avait une crise sociale profonde. Le régime a senti qui était acculé, c'est une crise sociale, économique, c'est une crise. Une parenthèse, la crise économique n'a pas commencé avec la chute du pétrole. La crise était latente et patente, et la crise et la chute des prix du pétrole et de la dépréciation de dollar n'a fait que révéler les contradictions d'un système qui a toujours utilisé la rationalité économique au détriment de la rationalité politique au détriment de la rationalité économique. Et quand on joue éternellement sur les lois de l'économie politique, ils finissent toujours par se retourner contre vous. L'économie informelle qu'on avait dit dans les années 70 s'est multipliée, la démocratisation de la corruption, etc. Donc, le bateau était sur le point de couler, ou bien couler doucement. Qu'est-ce que fait Chedli? Il installe une équipe de réformateurs, ce qu'on appelle le groupe de réformateurs, parce qu'à l'époque, il y avait deux grands tendances au pouvoir. Il y avait l'Arbi Belkhair qui détenait le cabinet, le chef du cabinet. On avait Hamrouche qui était secrétaire de la présidence, et que Chedli avait pour une fois s'est intéressé aux questions économiques. Il a mis en place un groupe de réformateurs que l'on verra après le gouvernement réformateur de Hamrouche. Je vais m'arrêter là. Merci Mourad, c'est vraiment bien développé. Vous avez bien répondu à ma question, c'était clair. Et si je résume bien, c'est-à-dire la lutte contre le boumdianisme, donc la déstructuration du pouvoir de Boumediene a affaibli les a structures été économiques de l'État. au détriment du structure économique. Et ce n'est qu'en 86 qu'on a commencé, puisque votre question c'était les compétences nécessaires, qu'on a commencé à réunir autour de Hamrouche ces compétences et dont on verra le résultat après. Exact, c'est vraiment bien répondu. Monsieur Dahmani, nous avons connu 86 qui a donné un indice, un indicateur de la situation catastrophique sur le plan économique et social en Algérie. Nous avons démontré que l'Algérie n'était pas du tout basée sur un système fiable. Et nous avons connu des mouvements sociaux qui se sont développés à partir de là, des grèves, des trucs. Le système a compris, a commencé à comprendre que sa pérennité est mise en danger par cette émergence de mouvements sociaux, donc cette crise, cette prise de conscience politique qui prenait de la forme sur la scène politique nationale. Et ils ont fait appel à Hamrouche, dont on connaît les réformes structurelles de Hamrouche. Nous avons connu la période de l'industrialisation, nous avons connu la période post-boumedienne, donc les années 80, donc les débuts des années 80 et tout ça. Où est-ce qu'on peut situer la vision du gouvernement de Hamrouche par rapport à ces deux périodes-là? Est-ce que nous sommes dans la continuité? Est-ce que nous sommes dans le replâtrage? Est-ce que nous sommes dans le bricolage? Comment on peut situer la vision de Hamrouche par rapport à ces deux périodes? Vous avez posé une question sur la question sur les compétences. Est-ce qu'il existait des compétences? Est-ce que c'est une affaire de compétences au niveau du gouvernement? Moi, je l'ai dit, dans les années 70, il y avait des compétences. Il y en a toujours eu, d'ailleurs, des compétences. Ce n'est pas les compétences qui posent problème ou qui manquent à l'Algérie. Ce n'est pas ça du tout. Il y a énormément de compétences. Il y a beaucoup de gens intègres qui voudraient bien travailler et qui travaillent. Et je pense que parmi les compétences, on ne peut pas nier le fait que, au sein même de l'appareil de l'État, principalement des gens qui sont venus du secrétariat d'État au plan, il y a beaucoup de gens qui travaillaient au plan, mais il y avait aussi d'autres, des banquiers et autres, il y avait des politiques comme Hamrouche, ont commencé à faire un travail de réflexion sur
qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la crise, elle était plus que grave, et qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, ils ont constitué donc une équipe pour réfléchir à des réformes. Et principale réforme, c'est de dire, nous sommes une économie de type administré. Il faut impérativement, et c'est dans l'air du temps d'ailleurs, il faut impérativement passer à l'économie de marché. C'est-à-dire que leur credo, c'est de passer d'une économie sous monopole étatique administré vers une économie de marché. Donc une transition vers l'économie de marché est élaborée avec quand même un certain nombre de décisions extrêmement fortes. La première des préconisations, je ne parle pas du gouvernement, je parle des préconisations de ce groupe de réformateurs qui a travaillé entre le milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 80. Il y a d'abord une réforme de la Banque centrale, et notamment prôner une plus grande autonomie de la Banque centrale par rapport au pouvoir politique. Or, l'on sait que depuis l'indépendance, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, la Banque centrale est directement rattachée au pouvoir politique, c'est-à-dire, en fait, on va dire, elle n'a pratiquement aucune espèce de décision autonome en matière de gestion monétaire et du crédit. Donc là, ils prônent cela. Deuxième élément qu'ils vont prôner, c'est d'encourager l'investissement étranger. Jusque-là, il n'était pas question du tout que l'investissement étranger puisse pénétrer en Algérie, mis à part un certain nombre d'accords de partenariat dans le domaine pétrolier. Là, on dit non. Tous les secteurs d'activité doivent effectivement possibilité pour l'étranger d'investir. Le système des prix. Jusque-là, les prix sont des prix administrés, c'est-à-dire fixés par l'administration. On dira non, il faut que les prix soient effectivement relativement déterminés par le marché, par la fameuse loi de l'offre et la demande. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais les salaires non plus. Il ne faut plus que les salaires soient fixés par l'administration. Voilà en gros sur le plan économique comment les choses étaient envisagées par ce groupe de réformateurs. Et quand ils vont effectivement arriver au pouvoir, ils vont essayer de mettre en place ce type de réforme. Un autre élément très important, on voit bien qu'ils axent essentiellement leur action sur les questions économiques. Donc, la Banque centrale autonome, investissement étranger, système des prix libéré, salaire non plus fixé par l'administration, et, j'ai oublié un autre élément très important, la levée du monopole de l'État sur le commerce extérieur. Jusque-là, personne ne pouvait importer si ce n'est les sociétés nationales. Il n'y avait que les sociétés nationales, les sociétés publiques, qui pouvaient importer. Même les privés, quand ils voulaient importer, ils devaient passer par les sociétés nationales. En fait, on avait un véritable monopole de l'État sur le commerce extérieur. Rien ne pouvait rentrer sans véritablement l'administration ne soit là pour dire c'est faisable ou pas faisable. Donc, tous ces éléments-là de type économique vont être évidemment, lorsque Hamalouche arrivera au pouvoir, je crois que c'était en septembre 89, si je m'abuse, il y avait un autre élément très important dans les préconisations et la mise en œuvre de ces réformes, c'est la libéralisation du champ politique. Ça viendra juste après octobre 88. C'est la première fois depuis l'indépendance que le pouvoir accepte une forme de libéralisation du système politique et médiatique. C'est-à-dire libérer le champ politique, les gens pouvaient, s'ils le souhaitaient, former des partis, et il va y en avoir, et le champ médiatique, le gouvernement Hamalouche, qui va arriver en septembre 89, et lui, il va encourager la création de journaux, et va même financer, effectivement, subventionner les journaux au départ. La plupart des journaux
certains journaux aujourd'hui de oui, qui vont en français ou même en arabe, les gros titres qu'on a encore aujourd'hui viennent de cette période-là. Et donc, par conséquent, on a une démarche tout à fait nouvelle. Tout à fait nouvelle et très, très vite, ces réformes, je ne parle pas de l'aspect politique, je parle de l'aspect économique. Très, très vite, ces réformes vont voir qu'il y a des obstacles, que ce n'est pas possible de réformer en profondeur l'économie algérienne. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes sociaux qui sont totalement attachés à l'ancien système et donc réformer le système, ça veut dire perdre complètement leurs intérêts dans la réforme. Et donc, par conséquent, ils vont s'opposer de différentes manières. Tous ceux qui étaient, par exemple, attachés au monopole du commerce extérieur, eh bien, évidemment, ils vont dire, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire, monopole? Si on démonopolise, ça veut dire qu'en fait, on va permettre une certaine libéralisation commerciale, on va permettre à des privés de pouvoir, et ainsi de suite. Et en fait, on va attaquer cette mesure en disant c'est une mesure qui va aller dans le sens d'une libéralisation, et la libéralisation, c'est une chose qui va à l'encontre de l'économie nationale, et ainsi de suite. De la même façon, pour ce qui est des prix, pour des salaires, de la même façon que l'autonomie de la Banque centrale. Donc, en fait, chaque mesure que prenait le gouvernement Hamrouche était attaquée à l'intérieur même du système, c'est-à-dire par les différents groupes sociaux, soit directement, soit indirectement, qui vont s'opposer effectivement à la mise en œuvre de ces réformes-là. Et il va y avoir énormément de problèmes pour mettre en œuvre ces réformes-là. Sur le plan politique, on la connaît, c'est l'arrivée de l'islamisme politique avec l'officialisation ou la reconnaissance d'un parti islamiste, le FIS. Le FIS est, je crois bien qu'il a été reconnu alors que la loi sur les partis, en principe, l'interdisait, mais on l'a permis. Et on connaît maintenant l'histoire de quelle façon, effectivement, le FIS va avoir un discours totalement populiste et va avoir, en 90, si je m'abuse, va avoir la majorité des mairies et va gérer les mairies. Et puis après, on connaît l'histoire en 91, les élections législatives et l'arrivée quasi au pouvoir du FIS avec une majorité de voix. Voilà un peu comment l'expérience de Hamrouche se termine au bout d'un an et demi. C'est-à-dire que le gouvernement Hamrouche a commencé en 89 jusqu'en 91, jusqu'en juin 91. Il était dans l'obligation de démissionner, en fait on l'a démissionné, pour des raisons politiques, parce qu'on lui dira que tu n'as pas réussi à gérer les manifestations du FIS de mai-juin 91, et donc il a été démissionné, en fait on l'a tout simplement licencié. Et donc l'expérience réformiste qui pouvait véritablement, mais qui a eu énormément d'embûches, énormément d'obstacles, ben, l'expérience réformiste va s'arrêter à ce moment-là, avec la démission de Hamrouche. Et là, on rentre dans une phase politique. On parle pratiquement plus d'économie, mais on parle politique avec l'histoire du FIS. Et évidemment, les années 90 que l'on va connaître, qui vont être des années absolument aussi bien sur le plan politique que sécuritaire, que aussi économique, des années particulièrement noires pour l'Algérie. Voilà en gros comment, en fait, la période de Chedli se termine à ce moment-là,
Hamrouche démissionne en juin 91 et Chadli démissionne 6 mois après, en janvier 92. Donc toute la période de Chadli se termine à ce moment-là en janvier 92 et on rentre dans une nouvelle phase, une phase de crise. Alors là, elle n'est pas que politique, elle est aussi sécuritaire. Voilà, je ne reviens pas là-dessus. Voilà en gros ce que je peux dire. Peut-être, si on peut tirer un bilan rapide de la période de Hamrouche, c'est que Hamrouche a voulu contourner la question politique. Or, le problème de l'Algérie, y compris le problème économique, sont d'abord d'ordre politique. Et je pense que Hamrouche a voulu contourner, n'a pas voulu affronter, et il s'est rendu compte qu'effectivement, la situation politique primait sur l'économique, et donc par conséquent, il en a fait les frais. C'est comme ça que s'est terminé son expérience. Oui, merci de M. Dahmani. C'est vrai que Hamrouche il a vécu une courte période et il a initié quelques réformes. Il a essayé d'amorcer un changement sur le plan surtout politique et économique, mais ça n'a pas duré vu l'intention de ce qui était derrière la création du fils et toute la période que nous avons connue d'instabilité sécuritaire et tout ça. Après l'arrivée de Bouteflika, donc nous avons connu une embellie financière. Donc la montée en flèche du prix du pétrole, donc nous y étions toujours et nous sommes toujours dépendants, donc nous dépendons toujours des exportations en hydrocarbures et l'augmentation des prix du pétrole ont embelli financièrement les caisses de l'État et malheureusement, la période de Bouteflika, dont on parle de 1500 milliards de dollars comme recette en 20 ans, malgré la mauvaise gestion, est-ce qu'on peut parler de plan économique? Est-ce qu'il y avait une vision économique durant la période de Bouteflika? Non, d'abord, je ne crois pas que les années 90 devraient être passées comme ça parce qu'on n'avait pas de plan économique, parce que nous n'avions pas. Non, non, il y avait de tas de choses qui se sont passées et peut-être sur lesquelles il faudrait absolument revenir. Allez-y. La période des années 87, 88, 87, 87, 88 a été sous-analysée parce qu'en fait, elle révèle de la mainmise du politique sur l'économique d'une façon très importante. Parce que lorsque ce groupe d'économistes, de réformateurs a été mis en place, donc avant qu'il n'arrive à libéraliser la banque centrale, etc., le système n'était pas du tout dans la perspective des réformes économiques. Parce que ce n'est pas les événements d'octobre 88, il n'y aura pas de transition économique telle qu'elle a été décrite par M. Dahmani, ni la transition politique qui a eu lieu auparavant. Donc, encore une fois, on a essayé de rafistoler le système. Même le groupe des réformateurs de Hamrouche, avant qu'il devienne gouvernement, ils ont essayé de réformer l'agriculture. Ils ont essayé de donner l'autonomie aux entreprises publiques, mais la crise est telle. Donc, ils ont gagné 2 ans entre 86 et 88. Ils ont gagné 2 ans. Mais la crise est telle que la déflagration de 88 est arrivée. Et pire, lorsque la déflagration de 88 est arrivée, vous pensez que le système a tiré les leçons tout de suite? Non, il n'a pas tiré les leçons tout de suite. Le premier congrès du FLN, après les événements d'octobre, qu'est-ce qu'il disait dans ses résolutions? Il l'a reproduit dans les années 2000. Il disait, pas de multipartisme, c'est l'acceptation des sensibilités politiques au sein du FLN. L'acceptation des sensibilités. Vous êtes démocrate, vous soyez islamiste, nous vous comprenons, rentrez tous au FLN, on garde le parti unique et on va y aller de l'avant. Ce qui n'a pas été possible, il y avait une guerre atroce entre les réformateurs, c'est ce qui a fait tomber le gouvernement Hamrouche par la suite, entre les réformateurs qui étaient, c'est bon, ils ont compris après 88, et les conservateurs au sein du FLN qui sont revenus par la suite, par ailleurs. Vous savez que la Constitution de 1989 a été publiée dans le journal public, Chab ou le Moudjahid,
avant qu'elle soit adoptée pour court-circuiter le FLN. Parce que si elle était passée par le gouvernement, par le Parlement du parti unique à l'époque, c'est pour dire l'attachement du FLN au pouvoir. Si elle était passée, elle n'aurait pas passé. C'est pour ça qu'Hamrouche a fait un coup, parce qu'elle avait un peu de poids, elle avait du pouvoir, elle a fait passer la constitution par Chab, et puis c'est fini. C'est comme ça que les amis devant le fait accompli. Il a fait quand même deux choses très importantes. Celle d'associer les réformes économiques, c'est le seul gouvernement, il me semble, parce qu'en fait, on ne peut pas parler uniquement de Hamrouche, parce que ce n'était pas l'élément principal. Dans le gouvernement de Hamrouche, il y avait quand même des compétences algériennes très importantes. Je parle de Ghazi Hidoussi, qui était ministre de l'économie à l'époque, qui est d'une excellente capacité, etc. Et on avait Haj Nasser, qui est encore vivant et qui était parmi les plus jeunes de la Banque d'Algérie et qui a travaillé inlassablement pour redonner son indépendance à la Banque d'Algérie. Bien sûr, il y avait Ghazi Hidoussi, il y avait comment ça s'appelle? Bon, il y a un autre, j'ai oublié très rapidement, c'est pas grave. Mais en tout cas, avant l'arrivée au gouvernement de Mouloud Hamrouche, il y avait des tractations qui informaient que le système était rigide et il reste rigide jusqu'à présent. Si ce n'est pas les événements d'octobre qui ont libéré, le gouvernement Hamrouche n'aurait pas. D'ailleurs, même après 1988, normalement, dans l'architecture globale du système, c'est Hamrouche qui allait prendre le pouvoir. Non, on l'a donné à Qasem Merbah pour assurer le contrôle militaire de l'évolution politique du pays. Malheureusement, les choses ont évolué autrement. Il y avait le multipartisme, il y avait la liberté d'expression, etc. Et que ce gouvernement n'a pas duré longtemps, d'où l'arrivée de Hamrouche et qui a mené les réformes structurelles telles que étaient décrites merveilleusement par M. Dahmani. Après, dès qu'il a touché, donc on a commencé la libération de la Banque centrale, je ne vais pas me répéter, dès qu'on a commencé à toucher au commerce extérieur, là, les coûts commençaient. Et on a des livres références par rapport à cela. On a le témoignage de Gomzien, le fils de novembre, on a le témoignage de Hidoussi, et que jusqu'à présent, personne n'a contredit, qui est Algérie Libération inachevé, dans lequel elle révèle quelles sont les différentes tractations qui ont eu lieu pour faire aborder cette transition économique parce qu'elle touche à des intérêts politiques. Et on a fini par achever ce gouvernement par. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Morad, parce que j'ai lu le livre de Ghazi Hidoussi, bien sûr, et il parlait du pouvoir du Wali. Et le Wali et le pouvoir du Wali qui est exorbitant, c'est un bonhomme désigné, c'est un poste euh, parachuté par le pouvoir central. Et ça veut dire qu'il met le doigt sur la nécessité de décentraliser le pays et de donner le pouvoir au pouvoir local, donc au peuple. Ce sont des monarques locaux. Les Wali, ce sont des monarques locaux. Ce sont des présidents qui ont des pouvoirs exorbitants qui dépassent parfois les ministres sur le plan local. Bien Exactement. Sûr, donc, le contrôle d'en bas par le haut. Effectivement, le Wali est un instrument privilégié pour contrôler toute initiative qui vient par le bas et pour pervertir parfois les initiatives, même parfois qu'elles sont bénignes, qui viennent d'en haut. Voilà, oui. Mais Morad, puisque vous insistez sur le fait que durant les années 90, post-Hamrouche, voilà, il y avait des mécanismes économiques qui ont été mis en place. Est-ce que vous pouvez les ressortir parce que cette période a été dominée par l'instabilité sécuritaire? On n'avait rien vu d'économie. C'était des plans de sauvetage et de la gestion. Si on avait arrivé, donc il y avait Rosalie qui passait comme, comment dirais-je, mais on avait arrivé Bled Abdeslam qui est revenu au pouvoir. C'est une période qu'il faut absolument oublier. En 93, Bled Abdeslam qui était un classique des années 70, qu'on a fait revenir au pouvoir, qui était chargé de réformer les réformes et qui nous a chanté l'histoire de l'économie de guerre et qui a remis le monopole de l'État sur les importations, le contrôle des médias. C'est Bled Abdeslam qui a tenté d'une certaine façon à réformer les réformes. Malheureusement, pour lui ou pour eux, enfin malheureusement, heureusement, je ne sais pas, l'endettement extérieur est arrivé à. Mais comment vous voulez, parce qu'on parle d'un même pouvoir,
arrive à passer des réformateurs comme Hamarouche, qui sont symboles d'ouverture et d'économie de marché et d'initiative d'entreprendre, à faire appel à Be'ed Abdel, comme quoi l'économie ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le maintien du pouvoir. La période Be'ed Abdel est significative, même si elle a duré peu. Et là, on l'appelle le réformateur des réformes. C'est-à-dire qu'on a pensé, qu'on a estimé en haut lieu que ces réformes politiques et économiques allaient justement donner des prémices à un pouvoir économique qui allait les dépasser. Donc, pour recontrôler la situation, eh ben, on fait appel à un classique du FLN, à un classique du parti unique, à une figure symbole des années 70 et lendemain sur le plan économique de Boumedienne, qui allait réformer les réformes, qui allait réinstaurer le monopole de l'État sur le commerce extérieur, qui allait refermer au nom de l'économie de guerre. C'est le retour des conservateurs. Donc, ça n'a pas fonctionné parce que, tout simplement, parce que le degré d'endettement, entre-temps, ils oublient. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est une autre question. C'est pour ça que j'ai dit que le temps de se montrer est important. Parce que dans les années 90, il y avait un débat, et là je parle aussi sous le contrôle de M. Dahmani, mon aîné, entre le reprofilage de la dette ou le plan d'ajustement structurel. Hamoche avait refusé le plan d'ajustement structurel parce qu'on disait dans leur littérature que le plan d'ajustement structurel allait renflouer les caisses de l'État par l'argent qui aurait servi à leur adversaire pour les abattre. Donc, ils ont pensé pour une autre technique qui s'appelle le reprofilage. Le monsieur que j'ai rappelé tout à l'heure, enfin, le grand monsieur que j'ai oublié, c'est Bendara. C'est monsieur Bendara. Tout à l'heure, j'ai parlé de Haj Nasser, normalement tout de suite, de Bendara. C'est eux qui ont négocié en fait le reprofilage de la dette. Cette option a été juste écartée. On a ramené Bled Abdeslam pour soi-disant instaurer une économie de guerre. Ils étaient dans l'improvisation la plus totale. Et ça n'a pas marché. Et c'est là où on s'est retrouvé en 93 dans une faillite, dans une cessation de paiement. C'est-à-dire que l'Algérie était dans l'incapacité de payer sa dette extérieure. D'où le recours au FMI. Donc, à travers l'application d'un plan d'ajustement structurel qui a duré de 1994 à 1998. Dans la littérature économique algérienne, et c'est ce que je trouve comme il y a des thèses sur ça, hein, je trouve comme une hypocrisie comme il n'y en a pas, on nous disait, on était obligé, on était dans la contrainte d'arriver à cela. Non, nous n'avions pas été dans la contrainte, parce que quand on dit qu'on était contraint d'arriver à cela, c'est parce que l'État est en faillite. Mais qui a ramené l'État en faillite? C'est les mêmes dirigeants, c'est les mêmes décideurs qui ont ramené l'État en faillite. On n'était pas obligé de passer par le plan d'ajustement. Selon les données que j'ai regardées comme ça sur Internet et pour voir un peu l'histoire de la finance algérienne. J'ai des données devant moi qui disent que 90, les caisses disposaient de 400 millions de dollars. En 2003, on avait 32 milliards de dollars. L'écart est énorme. Donc, j'arrive. Très bien. La question qui se pose, nous avons cette embellie financière. Est-ce que nous pouvons parler de vision économique durant le règne de Bouteflika? Parce que... non. Mais soyons sérieux. Donc, voilà, je vais faire vite. Le plan d'ajustement structurel et l'utilité, il y avait sur le plan économique quelques rééquilibrages, sur le plan social une catastrophe, mais il n'y a pas de souci. Mais pour comprendre l'histoire économique d'Algérie, comme l'a dit M. Dahmani, il ne faut pas perdre de vue les prix du pétrole. En 1998, comme en 1979, il y avait une augmentation vertigineuse et importante et durable des prix du pétrole. Donc, l'arrivée le destin de Bouteflika est exactement associé au destin du Chadli. Il est arrivé avec une manne financière importante et exactement, il a fait les mêmes actions. Alors, je vais les énumérer très rapidement. Premièrement, le paiement anticipé de la dette. C'est ce qu'a fait Chadli en 82, il me semble. Deuxièmement, il a lancé des plans de relance économique, des plans de relance économique. Il a commencé par remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale dont a parlé M. Dahmani, qui a été menée
qui a été menée, la loi sur la monnaie et le crédit de 1990. Donc, en fait, Hamrouche avait instauré, pour assurer un minimum de contre-pouvoir monétaire à l'exécutif, l'indépendance de la Banque centrale, à travers la loi sur la monnaie et le crédit d'avril 90. Bouteflika a compris tout ça. Il a commencé à casser le contre-pouvoir. Premièrement, à remettre en cause cette indépendance à travers la circulaire 2001 et la circulaire 2003 qui donnaient plus du pouvoir, plus de nombre aux représentants du ministère de Finances qui lui sont acquis que à la Banque centrale. Donc, la Banque centrale n'est plus une banque indépendante, elle est juste un guichet financier. Il a commencé à dire à tous les partis de l'alliance présidentielle de l'époque, vous n'avez pas de programme économique, c'est le programme de président. Très bien. Donc, il a commencé à centraliser la décision économique à travers la remise en cause du pouvoir monétaire et la remise en cause de toute opposition qui est considérée comme étant de façade et qui est de façade d'une certaine façon, du moins ceux qui étaient au pouvoir. Et on a lancé des grands plans de relance économique. Ces plans de relance économique, c'est comme exactement le début des années 80. Investissement dans les infrastructures, investissement massif dans le logement, c'est une distribution énorme de la rente pétrolière. Il a ajouté, c'est pour se faire une nouvelle clientèle, c'est pour avoir son pouvoir par rapport aux généraux, comme Bouteflika voulait, comme Chadli voulait avoir l'ascension sur le schématisme, mais ça a du sens, comme Chadli qui voulait asseoir son pouvoir sur le boumdienisme, Bouteflika voulait asseoir son pouvoir sur les généraux des années 90 à travers les mécanismes économiques. Donc l'économie n'a jamais été, le développement n'a jamais été au cœur des préoccupations, mais surtout les préoccupations du pouvoir au détriment d'une stratégie économique ou d'un système économique. Les grandes actions, je vais faire très vite. Distribution, comme je dis, massive de la rente. Ouverture sans vergogne sur le commerce extérieur. La signature d'accords d'association avec l'Union européenne en 2002. Qu'est-ce que l'Algérie aurait gagné en signant un accord d'association? Mais parce que, rappelons, à l'époque, l'Algérie était isolée dans les années 90 et que Bouteflika, à l'arrivée, il disait « je vais rendre l'Algérie dans le concert des nations ». Il a signé l'accord d'association avec l'Union européenne pour des raisons politiques. Il n'y a aucune raison économique qui le justifie. La preuve, l'Algérie n'est pas exportatrice de rien. Je ne vais pas être exportatrice de rien. Je ne vais pas y aller à détailler c'est quoi un accord d'association avec l'Union européenne. C'est un accord qui oblige l'Algérie à ouvrir ses frontières économiques, à enlever toutes ces barrières douanières, notamment sur les produits industriels. Et qu'est-ce qu'elle offrirait en partie? Rien. Qu'est-ce qu'elle gagnerait en partie? Absolument rien. Quelques années après, on nous disait cet accord est défavorable pour l'Algérie parce que pour $1 d'exporté, $7 de perdu. Mais qu'est-ce qui vous a obligé à faire ça? Ce n'est pas pour des raisons politiques. Les trois grands plans de relance économique, en fait, n'ont aucune rationalité économique, aucune justification économique. On les appelle plans de relance économique par abus de langage, parce que quand on parle de relance économique, on parlait d'investissement étatique important en faisant allusion à la politique keynésienne. Or que la politique keynésienne ne sont efficaces que dans une économie d'offres qui souffrent d'une crise de surproduction. Sinon, on n'était pas en offre du tout. Ce qui a fait que augmentation des exportations, génération de la corruption. Et apparaît la meilleure, c'est qu'après 2014, une fois les prix du pétrole commençaient à chuter, on est revenu aux recettes traditionnelles. Diminution des importations des produits d'équipement, parce qu'en fait, on a deux grands postes d'importation, les produits alimentaires et les budgets d'équipement. On ne peut pas diminuer les produits alimentaires, l'importation de produits alimentaires, donc on a diminué les projets d'équipement, ce qui a rendu en panne de peu d'appareils de production qui a survécu déjà aux années 70 plutôt 80 et au plan d'ajustement structurel. Vraiment, vous avez répondu vraiment, c'est que le système de Bouteflika n'est en rien différent des précédents. Donc, la période de Bouteflika, mais c'est que la question que je me pose maintenant.
vu que la période de Bouteflika est achevée, nous sommes, soi-disant, l'homme est parti, son système, soi-disant, est tombé, mais le système qu'il a généré, il est toujours là. Est-ce que nous pouvons construire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait durant la période de Bouteflika sur laquelle nous pourrons construire demain une base d'un système économique fiable? Il y a, il y a une, il y a une vidéo qui circulait de Tebboune lorsqu'il était. Et quand je dis Tebboune, c'est pas lui, hein, ceux qui étaient derrière moi. Tebboune, c'est une façade, moi, comme la plupart. Je vous disais, cette vidéo qui circulait, elle existait cette vidéo, c'est une déclaration publique de Tebboune lorsqu'il était à la fin, ce qui était pas en disgrâce de Bouteflika, où il disait, voilà, le programme de Bouteflika va continuer. On est dans le 5e mandat. On est dans le 5e mandat. La planche à billets a continué. Rien n'a changé. Sur le plan économique, rien. Au contraire, la situation s'est empirée. Avec le Covid, encore mieux. Mais on a toujours fait au même recette. Moi, je dis, nous sommes dans le bouteflikisme sans Bouteflika. On a enlevé Bouteflika, on a ramené quelqu'un qui allait continuer dans la même vision. Parce que ce n'est pas Bouteflika qui avait de la vision, c'est ceux qui étaient derrière. Et ceux qui étaient derrière, c'est les mêmes. Donc, sans un changement politique, il ne peut pas y avoir ni de stratégie économique, ni de changement économique, ni de développement économique, ni de prospérité sociale. Je m'arrête là. C'est une certitude. Monsieur Dahmani, je reviens vers vous par rapport, donc nous avons décortiqué la période donc post-Hamrouche que vous avez développé, donc Hamrouche, vous avez développé la période Hamrouche, mais post-Hamrouche, apparemment, et puis nous sommes arrivés à la période de Bouteflika. La période de Bouteflika, la question reste toujours posée. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait quelque chose de construit sur le plan économique sur lequel on peut dire, on peut se baser là-dessus pour construire quelque chose de nouveau à l'avenir, selon vous? Écoutez, le chiffre que j'ai pu lire, tout le monde a pu lire, en disant que la période Bouteflika, il y a eu à peu près 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés dans des programmes principalement d'infrastructures et de logement. Est-ce qu'un programme d'infrastructure et de logement, c'est une stratégie économique qui peut effectivement aboutir à une économie? Non, à l'évidence, non. Parce que construire des routes, des autoroutes, c'est bien, c'est probablement bien pour les citoyens, et encore, c'est pas sûr. Mais en réalité, la base économique, donc l'industrie, l'agriculture et ainsi de suite, ça c'est ça qui fait l'économie d'un pays. Les infrastructures sont effectivement un élément d'une stratégie d'ensemble, mais ne peuvent pas se substituer à une stratégie économique réelle. Or, l'on voit que, en fait, cette histoire, c'est que avec la période Bouteflika, en réalité, Bouteflika est un homme du système. On ne peut pas tabler sur quelqu'un qui, effectivement, il a fait partie, il est l'un des élaborateurs. C'est quelqu'un qui a été à la base de ce système-là depuis les années 60. Donc, ce n'est pas quelqu'un, effectivement. Bon, il a pu, effectivement, procéder à des réaménagements au sein de ce système, mais fondamentalement, le système reste le même. Il y a eu quelques éléments de changement, mais le système fonctionne exactement de la même façon qu'il fonctionnait dans les années 70, dans les années 80, avec quelques aménagements, forcément. Il a pu véritablement, on lui prête, peut-être à juste titre, l'émergence de ce qu'on a appelé à un moment donné les oligarques, c'est-à-dire une clientèle choisie au niveau d'un certain nombre d'opérateurs privés et dont on a fait des oligarques en disant que ça va être les nouveaux entrepreneurs qui vont développer, ainsi de suite. On se rend bien compte que à travers toutes les révélations qui sont faites au niveau de ces personnes qui ont été, pour certains, incarcérées, d'autres, et ainsi de suite, qu'en réalité, leur puissance économique, ils la tiraient de leur proximité avec le pouvoir d'État. C'est les marchés publics
qui leur ont permis véritablement d'amasser ces fortunes-là. Ça n'est pas le fruit de leur travail, ça n'est pas du capital qu'ils ont amassé par eux-mêmes, c'est un capital qu'ils ont, en réalité, ils ont procédé au même type de prédation que les autres, en fait, à vrai dire. Il n'y a rien d'autre. Donc, par conséquent, s'il y a quelque chose qu'on peut attribuer à Bouteflika, c'est justement d'avoir créé cette nouvelle classe dont on a pensé à un moment donné que ça allait être la classe des entrepreneurs, mais on voit bien que c'est du vide. Il n'y a absolument rien dans tout cela. Alors, moi, je voudrais revenir sur le programme d'investissement ou dans les infrastructures et ainsi de suite. À peu de choses près, il rappelle ceux des années 70. C'est-à-dire qu'en fait, à vrai dire, le but essentiel, c'est comment alimenter, à travers ces programmes, les réseaux de clientèle, dont la préoccupation essentielle, c'est quoi? C'est de s'accaparer une partie de la rente. En réalité, les programmes, pour ne pas dire les choses brutalement, les programmes en question se limitaient à déterminer l'enveloppe financière qui leur était attribuée. C'était ça le plus important. Et qui allait profiter de cette enveloppe-là? Donc, par conséquent, c'est évidemment de grands chantiers qui vont permettre une corruption prédatrice qui va faire des ravages au niveau en termes de dilapidation des ressources nationales, comme jamais auparavant, on l'entend, dans lesquels sont impliqués de hauts responsables de l'État en lien avec des entreprises et des réseaux. Autre chose très importante, c'est que la plupart de ces programmes-là ont été réalisés avec, notamment les chantiers d'autoroutes, les logements, et ainsi de suite, avec des entreprises étrangères. Quelle est la part nationale là-dedans? Comment peut-on construire des logements pour des Algériens par des Chinois, par des Turcs, et ainsi de suite? C'est une aberration sans nom. Ça veut dire qu'en 60 ans d'indépendance, l'Algérie n'a pas été capable de laisser se développer des entreprises de construction locales qui auraient pu prendre en charge effectivement ces constructions de logements. C'est quand même assez extraordinaire. Peut-être que, voilà, donc, et en plus, c'est des entreprises étrangères qui venaient, alors une grande partie de leur encadrement était évidemment, venait de l'étranger, et certaines venaient avec leurs propres ouvriers. Je pense notamment aux Chinois. Donc, c'est ça la période de Bouteflika, c'est-à-dire en fait une période de grande prédation, de grande dilapidation des ressources nationales, qui s'est terminée comme on le sait. Est-ce que le fait que Bouteflika disparaisse, ce système-là a disparu? Mais pas du tout, parce que en fait, on l'a souligné, je pense, tout au long de cette émission, le véritable problème de l'Algérie n'est pas un problème économique. C'est vrai qu'il peut être économique, mais il faut d'abord résoudre le problème politique. Tant qu'on n'a pas résolu le problème politique, mais en fait, on va aller dans le mur. Je vais conclure là-dessus, moi, parce que je lis un peu dans les journaux. Quand on lit les journaux aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens qui écrivent, des experts en économie, la plupart de ces experts-là, leurs propositions sont teintées de ce qu'on a appelé le libéralisme. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'en fait, à vrai dire, il faut plus de libéralisme économique, privatisation des actifs publics, plus grande libéralisation des circuits économiques, financiers, commerciaux. Et si on faisait ça, on pourra effectivement voir le bout du tunnel. À l'inverse, donc il faut aller vers plus grande libéralisation. En réalité, ils se trompent lourdement en disant cela parce qu'ils ignorent que le véritable problème de l'Algérie, c'est que, en fait, comment sortir de l'économie rentière?
qu'on a évoqué dès le début. Comment sortir de l'économie rentière? Quel type d'économie il faut promouvoir? Est-ce qu'on reste sur des activités de redistribution, de circulation de la rente, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, avec différentes formes, avec différentes phases, avec différents acteurs, ou alors il faut aller vers une économie de production basée sur effectivement des secteurs productifs, agricoles, industriels et autres. Et donc là, le choix qui a été fait jusque-là, c'est celui du maintien, voire le renforcement de l'économie de rente. Si on ce choix-là d'aller vers une économie de production, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il passe par le dépassement de l'État autoritaire qui est imposé aux Algériens depuis l'indépendance. Non pas un État abstrait, un État comme cela, comme l'a déjà dit mon ami Mourad, mais l'État autoritaire qui a mis en place ce système économique et social, et dont on a vu les dégâts, un État aussi qui est le lieu de production et de reproduction du groupe dominant. C'est-à-dire, en fait, à vrai dire, l'enrichissement en Algérie, il ne se fait pas à travers l'appareil de production. Il se fait à travers la relation que l'on peut avoir avec le pouvoir d'État. C'est ça, l'enrichissement, il est là. Donc, selon vous, avec le mouvement Hirak qui a démarré, il y avait un parlement élu, donc un gouvernement neuf et tout ça qui est installé. Donc, selon vous, si on ramène dans chaque département, dans chaque ministère, des groupes d'experts, des éminents experts, on les met dans les ministères et on ramène toute la crème algérienne, la solution ne donnera rien du tout selon vous? Elle ne donnera strictement rien du tout. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le véritable problème, c'est l'État. Il faut aller vers un État moderne, un État de droit. C'est le seul État de droit est à même de promouvoir cette économie en capacité de répondre aux besoins de la société. Il n'y a que cela qui peut véritablement faire avancer vers une solution pour les Algériens. Et le Hirak aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, le Hirak aujourd'hui est bien porteur de ce projet. Le projet salvateur du Hirak, c'est de réclamer quoi? Un État de droit, respectueux des libertés collectives et individuelles, un État de droit basé sur la loi. Et seul cet État-là pourra véritablement permettre à une économie productive de se développer. Si on reste avec cet État autoritaire, ou du moins ce pouvoir d'État autoritaire, je ne dirais pas un État, parce qu'en réalité, c'est un pouvoir qui s'est accaparé des institutions de l'État. Ça n'est pas un État en réalité. Quand on réfléchit bien, on n'a pas d'État. On a un pouvoir qui s'est accaparé, qui a monopolisé toutes les institutions politiques et qui, effectivement, utilise ces structures, ces appareils, ces institutions politiques à des fins privées. En réalité, ils ont détourné le pouvoir à des fins privées, c'est-à-dire occuper un poste dans l'administration, occuper un poste de pouvoir, c'est une façon de capter une partie de la rente et il faut casser cela. Si on n'a pas cassé cela, on ne pourra pas aller très loin. En réalité, donc la question économique est d'abord une question politique. Merci, M. Dahmani. Avant le mot de la fin, avant de finir, juste une question pour Mourad. La planche à billets a commencé durant le règne de Bouteflika, elle continue maintenant. Rapidement, en 2 minutes, est-ce que vous pouvez nous dire quel serait l'impact de cette planche à billets pour l'avenir de l'économie nationale et surtout son impact sur la vie sociale? Une inflation galopante. Explique-nous, vous parlez au peuple, parlez pas aux étudiants. Non, mais en général, la planche à billets, c'est quoi? C'est de l'émission monétaire à partir du néant, sans contrepartie productive. Donc là, le résultat immédiat pour le peuple, c'est une augmentation généralisée des prix, c'est-à-dire une diminution du pouvoir d'achat. C'est une dévaluation, c'est une dévaluation déguisée.
c'est la fuite en avant, parce qu'on a l'impression que chaque gouvernement veut régler sa période sans souci de l'avenir. Je crois qu'on finira par l'endettement extérieur. On finira par parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Si la planche à billets était le salut, il y aura pas de problème économique. La planche à billets, en fait, c'est qu'on met de l'argent à partir de rien. Et quand on met de l'argent à partir de rien, c'est qu'on tape sur l'argent des citoyens, on diminue la valeur de leur monnaie. Eh ben, ça se voit aujourd'hui avec l'augmentation généralisée des prix, une inflation, c'est ça ce qu'on appelle une inflation, et une diminution du pouvoir d'achat, ce qui veut dire une pauvreté, ce qui veut dire Donc, et la planche à billets, c'est une fuite en avant. donc, on est en train d'imprimer la misère. On est en train d'imprimer la misère. Voilà, c'est le terme, voilà, autarcie économique qu'on appelle. Voilà. Oui, on est en train Je vous laisse le mot de la Et fin. la misère, ça se voit. Le Hirak a posé des véritables problèmes, y compris le problème économique. Nahar qui يقول لك ياسر راقين, ça veut te dire. Où l'importance de la transition économique est importante par rapport à l'importance de la double transition en ce moment. C'est-à-dire même l'Algérie, même si on passe aujourd'hui à une transition politique tout court, il nous faut une transition économique parallèle parce que les deux vont avec. Et la transition économique ne peut pas fonctionner sans une transition politique. Par rapport à la situation voilà, immédiate, bon, la situation est très dure en Algérie, il faut absolument le dire. Donc, on a à la fois la répression du pouvoir, des problèmes économiques, une misère sociale qui s'agrandissait, qui est à la fois résultat et c'est voyant de plus en plus, je suis sur place et je la vois, qui est à la fois euh, résultat des politiques des politiques économiques contradictoires du pouvoir, mais aussi de la pandémie, parce que nous ne sommes pas isolés du monde, nous subissons les effets de cette pandémie. Ce qu'il faudrait peut-être, oui, c'est de s'armer de sagesse, de patience et d'essayer au maximum de construire par le bas. Parce que les slogans système dégage, peut-être c'est un appel à lancer aux acteurs politiques et aux acteurs économiques de ce pays, parce qu'il y en a ceux qui sont sincères et il ne faut rien attendre de ce système, on le sait très bien, et que peut-être il faudrait penser désormais à déconstruire ce régime par le bas et non pas par le haut. C'est-à-dire que les luttes, les manifestations ne suffisent pas, ce ne sont qu'une expression et qu'il faudrait travailler au quotidien sur la société, parce que les archaïsmes du pouvoir se répercutent aussi sur les archaïsmes de la société, ou bien on renforce les archaïsmes de la société. Le combat est quotidien dans son quartier, dans son lieu de travail. On ne peut pas, par exemple, être enseignant universitaire, demander à ce que le système dégage et reproduire ses pratiques vis-à-vis de ses étudiants ou vis-à-vis de ses collègues. On ne peut pas être un journaliste en demandant le vendredi des systèmes dégage et le samedi reproduire les dépêches des services de sécurité. Il faudrait une sorte de, je ne vais pas dire, une désobéissance intellectuelle, D'une rupture avec le système. une rupture radicale avec lui. Sans Merci cela, Mourad. le pays Monsieur va. Dahmani, le mot de la fin. Merci. Oui, je voudrais juste dire une chose, c'est que durant la période de Hirak, je pense que c'était en 2019 ou 2020, je ne me rappelle plus exactement, Hamrouche a fait 2 ou 3 papiers qui sont parus dans les journaux, le Watan, dans le Khabar. Dans un de ces papiers, il a qualifié le pouvoir actuel. Regardez, c'est un homme du système qui parle. Hein. Hamrouche, c'est un homme du système. Il a qualifié ce pouvoir d'un pouvoir anti-national. Exact. Pas accusation plus grave que celle-là. C'est-à-dire un pouvoir qui agit contre la nation. Menace On n'a pour la pas souveraineté d'accusation plus nationale. grave. On n'a pas d'accusation plus grave. Pourquoi je voudrais revenir là-dessus? Parce que pour dire une chose, c'est que les Algériens, à travers le Hirak, avec toutes les difficultés que l'on connaît et que Mourad a souligné à l'instant, le Hirak a été cet immense mouvement d'Algériens de toutes les régions mobilisés et qui avaient à cœur, véritablement, ils le montraient à travers les manifestations, à cœur de participer à l'œuvre
à l'œuvre d'édification ou de reconstruction nationale. Les Algériens avaient véritablement montré qu'ils étaient prêts à s'engager pour peu, effectivement, on leur fasse confiance et que, évidemment, la décision puisse leur revenir à travers la base, comme le disait Mourad, c'est-à-dire, effectivement, qu'ils soient partie prenante, effectivement, de l'œuvre de reconstruction nationale. Or, qu'a fait ce pouvoir-là? Non seulement il a tourné le dos au Hirak, mais il a combattu. Ils ont tout fait pour le casser. Ils ont tout fait pour le réprimer. C'est-à-dire, ça montre bien qu'effectivement, ce n'est pas avec ce pouvoir-là que l'Algérie peut se reconstruire. Jamais. Ce pouvoir-là doit être dépassé. Et le dépassement, évidemment, moi, je ne suis pas en Algérie, donc je ne sais pas comment, je ne peux pas donner de conseils comme cela, mais il n'y a que les mobilisations. Peut-être que les mobilisations, évidemment, à travers les marches aujourd'hui sont impossibles ou en tout cas difficiles, mais il faut inventer d'autres formes de mobilisation. Il faut que les mobilisations, ça soit à des niveaux beaucoup plus local, territorial. Il faut que les Algériens puissent retrouver effectivement les mobilisations à un autre niveau et renforcer effectivement cette œuvre extraordinaire qu'est le Hirak. Et seul, à mon avis, il n'y a que le Hirak qui pourra véritablement contribuer à sauver l'Algérie et à mettre en place un système économique, politique et autres qui soit pour l'intérêt des Algériens. Merci à vous d'avoir développé l'aspect économique en Algérie. Surtout, vous l'avez relié avec l'aspect politique qui est le fil conducteur de la situation économique en Algérie. Et en conclusion, à travers les années Bouteflika, à travers Chadli, en retournant en 70, nous avons finalement, personnellement, je découvre que le système a créé un seul rêve dans la tête des Algériens, c'est le rêve d'immigration. Les Algériens rêvent d'immigrer. On dirait que nous avons gagné l'indépendance pour quitter l'Algérie. Ça se résume comme ça. Hein? C'est tout ce qu'ils nous ont légué comme rêve. Et j'espère que le peuple prendra conscience de tout ça pour mettre ce système hors d'état de nuire et avancer. Et je suis convaincu. Alors, je vous remercie d'avoir participé à notre émission, d'avoir éclairé l'opinion et tout ce qu'ils nous ont écouté. Merci à vous de nous avoir suivis durant toute cette émission et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission avec d'autres thématiques. Merci et à la prochaine. Au revoir.